Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Donc, je m'appelle Guillaume Blanc, je suis le CEO de Merci Anis et je suis en compagnie de Valentin qui est notre responsable commercial. Bonjour à tous. Alors, avec Valentin, quand on a obtenu cet atelier, on s'est posé une question, c'est comment le rendre intéressant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il vous apporte de la valeur? Et la solution qu'on a trouvée à ça, c'est d'avoir une approche super concrète et de se servir du travail qu'on a fait avec nos clients pour vous montrer en quoi l'IoT a pu les aider et quel est le retour sur investissement qu'ils en ont obtenu. Avant d'aller plus loin, quelques mots sur Merci Anis. On est une société qui a été créée en 2019 à la base par 3 ingénieurs en informatique et on est parti d'un double constat. Alors, s'il vous plaît, juste, je vais vous demander de bien penser à mettre le micro en mute. Je crois que ce sera Jean-Charles, Monsieur Rabourdin. Eh ben, parfait, merci à vous deux. Donc, on a créé Merci Anis sur la base d'un double constat. Le premier, c'est qu'on parle beaucoup de smart building aujourd'hui, mais dans la réalité, on s'est rendu compte que très peu de bâtiments sont connectés. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, grâce à toutes les discussions qu'on a eues avec les DET, on s'est rendu compte que les outils que vous aviez à disposition ne répondaient pas aux enjeux qu'on a aujourd'hui en 2020, que ce soit en termes de sécurité des bâtiments ou d'expérience collaborateur. Donc, le projet est parti de là. Pour le coup, on a réussi à très bien s'entourer, puisqu'on est à la fois membre de l'IoT Valley, un écosystème à Toulouse qui est spécialisé dans les capteurs connectés. Ça nous permet vraiment d'être au contact des dernières technologies et d'être les premiers à les intégrer. Et on est aussi accompagné par 50 Partners, c'est un écosystème parisien qui accélère les projets qui ont une forte croissance. Pour le coup, cet atelier, on l'organise aussi avec l'ARCEG. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas l'ARCEG, c'est une association qui fédère de nombreux responsables de l'environnement de travail. Pour le coup, nous, en tant que prestataires, ça nous a beaucoup apporté. Ça nous a aidé à mieux comprendre le marché. Ça nous a permis de faire de super rencontres. Donc, à tous les DET qui sont là aujourd'hui, si vous ne connaissez pas l'asso, je vous invite à faire un tour sur leur site internet. Ça peut vraiment vous intéresser. Ils font notamment pas mal d'événements, comme les trophées d'innovation. Oui, l'ami. Monsieur, je crois que c'est Rabourdin, peut-être. Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Merci. Parfait. Donc voilà, on a notamment participé au trophée d'innovation ARCEG. On a gagné la seconde place, c'était en 2019. Pour le coup, il va falloir qu'on attende un peu avant d'avoir la première, mais ça sera pour dans les années à venir. Et j'en profite aussi pour vous dire que nous serons présents au Workplace Meeting au mois de juin prochain. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, qu'on en profite pour se rencontrer. Ça sera encore plus sympa que par une visio. En 2 ans, on allait assez vite, puisqu'on a déjà déployé plusieurs milliers de capteurs dans toute la France. On a fait plus de 20 intégrations, que ce soit avec des objets connectés ou avec les outils que vous utilisez au quotidien, comme la GMAO SAM-FM ou comme l'outil de ticketing ServiceNow. Et en 1 an, on a eu, sur la dernière année, plus de 40 clients, malgré les 2 confinements qu'on a vécus. Bonjour à tous aussi qui êtes en train d'arriver. Bonjour Mathilde notamment. Ça va faire écho, attention. Pour le premier exemple qu'on va prendre, ça sera sur la slide d'après, on parlera de ce qu'on a fait avec vous. On a quand même vu que pour cet événement, vous étiez issus de différents horizons. Donc avec Valentin, on a décidé de prendre 3 approches pour l'IoT. Donc il y aura toute la partie service aux collaborateurs, la partie propreté et facility management. Et ici, j'entends tout ce qui va être maintenance multitechnique. Et dans un second temps, on vous partagera nos conseils pour mener à bien des projets en IoT. Et il y aura toute une partie questions-réponses. Avant de débuter, nous, on a fait un constat qui était assez sympa à vous présenter. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un réel intérêt autour de l'IoT pour les entreprises, puisque au moins 85% des sociétés ont au moins lancé un projet et une initiative autour de leurs bâtiments afin de les connecter. Par contre, l'élément qui est un peu plus anormal et qui est malheureux, c'est que sur ces projets IoT, seulement 25% d'entre eux sont une réussite avec derrière un retour sur investissement qui est élevé. Donc, comme disait Guillaume, on va vous apporter à la fin quelques conseils afin de maximiser et d'améliorer ce pourcentage de réussite sur vos projets IoT. Guillaume va vous présenter du coup de ce fait l'usage avec médiamétrie. Alors, le besoin qu'on a identifié quand on a rencontré l'équipe DET de médiamétrie, c'était qu'il fallait faciliter la remontée d'informations pour gagner en réactivité.
Donc, pour faciliter cette remontée d'informations, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place dans les locaux des boutons connectés. On en a avec nous, ça va vous permettre de les voir aussi plus concrètement. Ce sont des supports comme ça qui sont entièrement personnalisables. On peut y associer l'incident de son choix et ça va permettre aux collaborateurs de signaler un incident de la façon la plus simple qui soit. Tout simplement en un clic, en 1 seconde. Toutes les données issues des boutons remontent sur notre outil de ticketing qui a permis du coup à l'équipe de médiamétrie de pouvoir piloter toutes ces interventions et de gagner en réactivité. Les boutons connectés, on les a mis dans des lieux identifiés comme à risque sensible, là où c'est des espaces communs. Par exemple, ce qui est très fréquent, c'est dans les sanitaires, ça va être à côté des imprimantes, dans l'espace cafétéria ou à la pause café. En gros, tous les endroits où on a des problèmes qui sont récurrents. Grâce aux boutons connectés, on a permis d'identifier des problèmes latents qui n'étaient jamais remontés. Par exemple, une imprimante qui tombait en panne régulièrement. Ce qui se passait, c'est que les collaborateurs, ils allaient juste sur l'étage du dessus et imprimer leurs documents. Là, ça a permis de mettre en avant ces défaillances et ça a permis à Médiamétrie d'être proactif, de prendre des actions suite à la donnée qui était générée par Mercianis. On les a aussi du coup aidés à mesurer le temps qu'ils mettent pour intervenir et ça, ce sont des KPI précieuses qui permettent de valoriser tout le travail qui est fait. Dans un second temps, on a voulu aller encore plus loin et de se dire les boutons, c'est bien, ça permet de signaler une certaine partie des incidents, mais on ne va pas couvrir la totalité des demandes des collaborateurs avec les boutons connectés. Du coup, pour faire ça, on a développé, grâce à leur aide et leurs conseils, un chatbot sur Microsoft Teams. Donc, pour le coup, on a été certifié par Microsoft. Notre chatbot, il peut s'installer en un clic, donc en 1 seconde, dans toute l'entreprise. Et ça va permettre aux collaborateurs de faire et de suivre une demande directement depuis son outil de collaboration qu'il utilise au quotidien. L'avantage, c'est qu'on rapproche donc l'équipe des services généraux des collaborateurs et que eux, de leur côté, environnement de travail, toutes les demandes, qu'elles viennent des boutons du chatbot, sont centralisées sur une seule plateforme. Nous allons désormais parler du cas d'usage que l'on a avec CIACI Saint-Honoré. Ça fait de nombreuses, un petit moment, de quelques années, qu'on parle de plus en plus de ce fameux B2B2C, qui est donc du coup, entre termes, la relation B2B, la relation prestataire externe avec le service environnement du travail de l'entreprise, et le fameux 2C, qui est le dernier maillon, qui est la relation avec l'occupant final, la communication. Eh bien, pour ce cas-là, on est vraiment dans ce maillon, ce dernier maillon, le 2C. Puisque CIACI Saint-Honoré dispose aujourd'hui d'une GMAO, SAMFM, qui leur permet de gérer toutes les demandes d'intervention dans leur bâtiment, mais aussi à la fois le préventif et le réglementaire. Et la contrainte que l'on avait sur ce sujet, c'était comment améliorer l'expérience et la remontée d'informations de la part de mes collaborateurs, tout en conservant mon processus déjà existant. Eh bien, nous avons déployé de l'IoT, comme le disait Guillaume auparavant. Nous avons aussi déployé chez CIACI Saint-Honoré des boutons connectés, donc je ne vais pas y revenir dessus, mais nous avons aussi complété cela avec des capteurs de qualité de l'air. Nous avons déployé ces capteurs-là qui permettent de remonter de la data, notamment, et de notifier et de créer un ticket automatiquement dès lors qu'on rencontre un incident. L'intérêt, du coup, derrière cela, c'est qu'on a déployé donc de l'IoT qui permet de remonter des alertes directement en créant une demande d'intervention sur la GMAO SAMFM. Par rapport à ces intégrations, aujourd'hui, on a deux typologies, deux possibilités. La première, c'est de faire comme CIACI Saint-Honoré, c'est-à-dire que la plateforme dont vous parlez, Guillaume, pour gérer les tickets, devient transparente. La plateforme Mercianis devient transparente. On va uniquement apporter l'IoT et l'IoT va directement créer des demandes, remonter des tickets sur votre GMAO, la GMAO interne choisie. Ensuite, on a une seconde possibilité, c'est par exemple comme médiamétrie. Si vous n'avez pas d'outils existants en interne, vous pouvez très bien utiliser la plateforme Mercianis pour gérer les demandes quotidiennes de vos collaborateurs. Et derrière cela, on va venir créer des intégrations avec les outils de vos prestataires externes, les GMAO qui mettent à disposition les grands prestataires. On va pouvoir créer cette intégration et d'un simple clic, vous allez pouvoir assigner, en fait, dupliquer le ticket qu'il y a dans Mercianis sur la GMAO de votre prestataire. Dernier petit point, vous voyez les QR codes. Donc, en termes de QR code, je vous en présente un. Les QR codes permettent, du coup, pour CIACI Saint-Honoré, nous allons les déployer. Ça va permettre d'assurer
la traçabilité des prestations de propreté. Donc, pour ce cas-là, il y a deux choix. La première, c'est soit vous décidez d'intégrer cette solution en interne, ou sinon, vous pouvez vous la faire apporter par votre prestataire externe. Et vous avez remarqué que j'ai fait une transition sans faute, puisque nous allons parler sur le troisième use case de GSF. Aujourd'hui, GSF est un partenaire, nous travaillons avec eux et ils apportent notre solution IoT auprès de leurs clients. GSF, c'est très simple, on va partir sur le cas d'une clinique sur laquelle nous sommes déployés avec eux. Le besoin était de pouvoir tracer les prestations de propreté effectuées, mais aussi de pouvoir les planifier en amont. Donc, on a créé un nouveau module qui s'appelle le module ronde. Qu'est-ce que le module ronde? La ronde, c'est la planification d'étapes, de lieux à aller, on va dire, où il faut effectuer une prestation, dans un temps imparti, assigné à un agent. Une fois cette ronde planifiée, derrière, il faut pouvoir valider l'intervention dans l'espace. Par exemple, le bloc sanitaire ou la salle de réunion. Eh bien, pour cela, on propose trois différents éléments de validation. Nous allons parler tout d'abord du QR code. Ben, le QR code, c'est très simple à mettre en place. C'est le moins cher, c'est le moins onéreux, on va dire. Mais en revanche, il va nécessiter un téléphone pour valider l'intervention. Exemple, nous avons ce type de QR code qui est pas plus grand qu'une carte bancaire, qu'on va venir directement fixer au niveau des pièces, donc les salles de réunion, les blocs sanitaires. Ensuite, nous avons le bouton connecté. Aujourd'hui, nous avons mis en place ce bouton-là au parc Village Nature, qui est un parc chaque côté de Disneyland Paris. Nous avons mis ce bouton, comment il fonctionne? Eh bien, on l'a positionné sous le lavabo. L'emplacement est connu uniquement par les agents. L'agent, lorsqu'il fait son intervention, il va venir cliquer sur le bouton situé sous le lavabo, par exemple, et il va venir valider la prestation. Ce bouton-là, lui, ne nécessite aucun téléphone. Par contre, l'identification de la traçabilité est anonyme, puisqu'à ce jour, on ne peut pas encore faire des boutons avec reconnaissance d'empreinte digitale. Et enfin, le dernier élément, ce sont les bornes Rondio. Là, du coup, on est sur vraiment du haut de gamme. La borne Rondio, c'est celle-ci, comme ceci. C'est une borne qui va venir remplacer les feuilles papier que vous avez dans vos blocs sanitaires. On va tout simplement la déployer. Elle permet d'identifier l'agent qui a effectué la prestation en venant badger sur cette borne-là. Mais le petit plus, c'est qu'on va venir afficher auprès du collaborateur, auprès du visiteur, les 7 derniers passages effectués dans son bloc sanitaire. Donc, ça va venir le rassurer. Si je dois conclure sur cette partie-là, par rapport au cas de GSF et notamment de leur clinique, aujourd'hui, on a été en capacité, l'avantage, c'est qu'on a été en capacité de proposer une solution adaptée à leurs besoins en faisant un mix entre QR code et borne Rondio. Alors, on passe maintenant sur la partie FM et avec le travail qu'on a réalisé avec les équipes d'EDF. La problématique qui a été identifiée, c'est qu'ils avaient des risques de développement de la légionellose dans leur douche, parce que c'est là où il y a de l'eau qui stagne. Ce qui se passait, du coup, c'est qu'il y a un agent d'EDF qui était missionné et chaque semaine, il allait activer toutes les douches, il allait les actionner à la main pour faire couler l'eau. Derrière ça, on voit qu'il y a un problème, c'est que, on fait perdre du temps à l'agent pour un travail qui est de faible valeur ajoutée, sachant qu'il allait actionner du coup des douches qui, pour le coup, ne présentaient aucun risque. Deux, c'est de la consommation d'eau inutile, donc c'est forcément un coût pour l'entreprise. Et aujourd'hui, quand on voit les enjeux écologiques, énergétiques que l'on a, c'était quand même de gaspiller autant d'eau pour ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un capteur de température qui est plus technique parce que lui, il va venir se fixer contre la canalisation de l'eau des douches et on va mesurer cette température. Derrière, on a fait des algorithmes qui vont arriver à déterminer si une douche a été prise ou pas dans la journée. Et si la douche n'est pas prise pendant un certain nombre de jours consécutifs, alors à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, il y a une demande d'intervention qui est faite pour que l'agent aille actionner la douche et faire ce qu'on appelle un choc thermique. Donc pour le coup, le ROI, il est assez évident, c'est on ne fait plus perdre de temps à l'agent et on évite du gaspillage inutile d'eau. Le deuxième sujet, ça concerne tout ce qui est contact sec sur les groupes froids.
EDF, il y a des problématiques aussi, c'est que parfois les groupes froids tombent en panne et ils étaient informés qu'au bout de plusieurs heures, il fallait que quelqu'un subisse l'incident pour déclarer le problème. Avec ce capteur de contact sec, on est au courant de la panne 10 secondes après qu'elle ait lieu. Donc, automatiquement, on va pouvoir demander à l'agent d'intervenir. Et le deuxième sujet, c'est que légalement, EDF, ils sont obligés de fournir la liste de tous les incidents qu'il y a eu sur ces groupes froids. Mais avec Mercianit, c'est super simple. Ils ont juste un export des tickets à faire et ils ont un document PDF qui est déjà fait avec toute la liste des problématiques et à quelle heure et quel jour l'incident a eu lieu. Là, on voit le capteur en question chez EDF. Nous allons terminer du coup par le dernier cas d'usage qui est avec Emeria. L'avantage de notre on va dire de notre business model, c'est qu'on va pouvoir s'adapter vraiment à toute taille d'entreprise. Aujourd'hui, Emeria, c'est une PME toulousaine de 250 collaborateurs qui travaille dans l'industrie de l'aérospatiale. Et en fait, chez eux, il y avait un élément auparavant, il y avait un élément très simple, c'est que dans leur salle blanche, ils avaient positionné des capteurs filaires qui permettaient de remonter, enfin, de collecter plutôt l'information sur la température et le taux d'hygrométrie. Sauf que dans leur fonctionnement auparavant, il fallait qu'une personne était en charge tous les vendredis d'aller dans la salle blanche avec une clé USB et de récupérer cette donnée pour pouvoir la traiter et savoir si la conception de leur satellite était conforme avec les seuils réglementaires qui leur sont imposés. On a déployé, du coup, chez eux, dans leur salle blanche, un capteur de température et d'hygrométrie qui est comme ceci, qui fonctionne sur batterie et qui est tout simplement fixé en double face. L'avantage de ce capteur-là, c'est qu'on leur remonte la donnée donc sur la température et l'hygrométrie sur la plateforme. Ils peuvent l'exporter quand ils le souhaitent, mais c'est surtout qu'on va pouvoir aussi les alerter dès qu'il y a une anomalie dans la salle blanche en question. Pourquoi c'est intéressant? Puisque à ce jour, enfin auparavant, vu qu'ils collectaient uniquement l'information le vendredi, ils pouvaient uniquement savoir le vendredi s'il y avait eu une problématique dans la conception durant la semaine. Eh bien, avec le capteur, si nous, il y a une anomalie le mardi, on va directement l'avertir puisqu'on va créer un ticket. Il va pouvoir directement amener une action corrective à cela. Comme vous pouvez voir, du coup, une salle blanche, à quoi elle ressemble chez Emeria et le capteur en question que l'on a déployé dans cette dernière. Alors, on a terminé pour les cas d'usage qu'on souhaitait vous présenter. On a d'autres capteurs de Mercianit qu'on n'a pas pu vous présenter. S'il nous reste un peu de temps à la fin de la présentation, on pourra en discuter. C'est par exemple des capteurs de comptage de passage, des capteurs de son, de luminosité. Si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le mentionner dans le chat. On se prendra un peu de temps à la fin pour ça. Pour terminer, donc, on va repartir sur ce qu'a mentionné Valentin tout à l'heure, sur le constat qui a été fait que seulement 25% des projets IoT aujourd'hui sont une réussite. Et on souhaitait vous apporter un peu quelques conseils, notre expérience sur ces dernières années, sur comment maximiser ce taux-là. La première chose à faire, ça va être une question d'API. Donc, pour comprendre, historiquement, les éditeurs logiciels développaient des outils informatiques qui étaient fermés, qui étaient propriétaires, et rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure en fonction des demandes des clients. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a atteint un certain seuil de saturation et il y a pas mal d'outils qui sont devenus des usines à gaz, pas agréables à utiliser et trop lourdes finalement pour s'adapter à notre monde qui aujourd'hui évolue très vite. Du coup, il y a un nouveau paradigme qui est apparu, c'est de se dire il va plutôt y avoir un acteur qui est spécialiste sur chaque fonctionnalité et ces acteurs vont pouvoir communiquer entre eux et se partager de la donnée pour apporter au final de la valeur aux clients. Pour pouvoir se partager de la donnée et communiquer, il faut avoir la même langue. Et en informatique, en fait, on met derrière des protocoles, notamment ce qu'on appelle les API pour interface de programmation applicative. Et le protocole en question, c'est des API REST. C'était la seule partie technique. Ce qui est important aujourd'hui de savoir, c'est que choisir une solution qui ne fonctionnerait pas avec des API, c'est prendre une décision assez risquée. Vous prenez le risque de retrouver otage finalement de votre prestataire et de son bon vouloir de développer la fonctionnalité dont vous aurez besoin. Donc nous, ce qu'on vous conseille vraiment de tout cœur, c'est de faire en sorte de choisir des solutions qui sont ouvertes, qu'on dit interopérables, et ça va être de challenger les commerciaux que vous allez avoir. On a aussi remarqué que beaucoup de services se prétendent ouverts,
Et si c'est le cas, posez-leur des questions. Demandez-leur, par exemple, des exemples d'intégration déjà faits. Pour le coup, avec Merci Nice, on s'est déjà intégré à SamFM, à ServiceNow, à Microsoft Teams, à Slack. On a démontré notre capacité à s'intégrer à ce genre d'outils. Si demain, vous souhaitez qu'on s'intègre un logiciel que vous avez et que l'intégration n'a pas encore été réalisée, ça sera une question de semaines, mais on pourra le faire. Donc, challengez les commerciaux que vous avez face à vous. Et s'ils sont vraiment matures, vous pouvez même leur demander de la documentation et ils pourront vous présenter finalement comment eux présentent et exposent les données et comment est-ce qu'ils les reçoivent. Bien, du coup, on va aborder les deux derniers points. Donc, une fois que vous avez pu voir le niveau des API, derrière, ce qui est important, c'est de savoir qui c'est qui va gérer le déploiement et qui c'est qui va assurer la gestion opérationnelle de ce projet. Le déploiement, c'est une chose très importante, puisqu'à ce jour, de nombreuses entreprises ont déjà fait des essais en IoT. Elles ont commandé des objets connectés auprès de fournisseurs, et une fois qu'elles les reçoivent, en quelque sorte, après, elles doivent se débrouiller de par leurs propres moyens pour installer la solution. Ça a ses limites dans le sens où si vous n'avez pas l'expertise dans ce milieu-là, au final, vous aurez fait un achat qui ne portera pas ses fruits. Par exemple, nous, de notre côté, on aime accompagner nos clients sur site dans le déploiement. On va déployer nos IoT, notre solution sur le site de client. Pourquoi? Parce qu'au moins, on s'assure que lorsqu'on sort et qu'on s'en va du site client, la solution est 100% opérationnelle auprès de notre client. Second point, c'est que vu qu'on est sur site, on va en profiter pour former les services de l'environnement du travail, mais on va aussi également pouvoir former vos prestataires externes à l'utilisation de la solution. Et enfin, le dernier point qui est vraiment aussi très important, c'est la conduite du changement. On va vous aider et vous donner les moyens d'apporter et d'embarquer avec vous les collaborateurs pour que la solution soit bien utilisée et que derrière le projet soit un succès. Ensuite, une fois que la solution est mise en place, il faut qu'elle fonctionne dans le temps. Et aujourd'hui, si jamais demain il y a un IoT qui ne fonctionne plus, c'est le pire des cas qui puisse arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être déceptif, mais pas que pour vous, ça va être déceptif pour tout le monde. C'est-à-dire que vous aurez mis en place une solution IoT pour vos collaborateurs qui ne fonctionnera pas. Donc, ça va générer de la frustration auprès de ces collaborateurs. Mais en plus, pour vous, du coup, les services de l'environnement du travail, vous aurez engagé du temps dans une solution qui ne vous apportera aucune information et sur laquelle vous n'allez pas pouvoir exploiter les éléments. Donc, cette partie-là opérationnelle, nous, on la gère, on va dire, avec un keep alive qu'on appelle. C'est-à-dire que tous les jours, de notre côté, nos serveurs envoient un petit coucou à notre capteur et notre capteur, tous les jours, nous répond en disant « Hey, salut, je suis là, je ne suis pas HS, je ne suis pas hors batterie. » Donc, voilà, l'avantage, c'est vraiment de s'assurer quotidiennement que la solution est opérationnelle. Dernier point, et après on aura terminé avec la présentation, c'est mesurer le ROI, donc le retour sur investissement de votre projet. Il y a plusieurs éléments qu'on peut mesurer, mais c'est de se poser surtout les bonnes questions. Quel temps je vais gagner? Quel argent j'économise? Est-ce que je diminue des risques? Est-ce que j'améliore l'expérience de mes collaborateurs? Par exemple, cette expérience pour les collaborateurs, vous pouvez très rapidement l'évaluer en faisant une enquête de satisfaction, un sondage en interne pour mesurer l'impact positif sur ce projet. Alors, on en profite pour mettre une petite slide sur l'ARSEC. Donc, comme je disais en début de présentation, c'est une asso qu'on apprécie énormément. On a pu faire ce webinaire aussi en partenariat grâce à eux. Donc, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner. Je vois qu'on a eu quelques questions sur le chat, donc on va pouvoir y répondre. La première, c'est d'Olivier qui dit « Bonjour, quand on laisse aux utilisateurs la possibilité de générer un ticket d'anomalie, comment gère-t-on la redondance du signalement pour un même sujet ?» Ça, c'est une excellente question. Et on va voir plusieurs réponses. Par exemple, pour le bouton connecté, on a fait là aussi un algorithme. C'est que tant que le ticket n'a pas été clôturé, si plusieurs collaborateurs signalent le même incident, alors ça va fusionner les tickets et ça va juste incrémenter une petite bulle de nombre de fois que la demande a été faite. Exactement comme sur Messenger, quand vous recevez plusieurs messages de la même personne, cette bulle s'incrémente. Ça, c'est un vrai outil d'aide à la décision aussi pour l'environnement de travail. C'est que si demain vous avez un sujet qui a été identifié 40 fois en 2 heures
par exemple, plus de savon ou plus de papier dans les toilettes, vous savez que c'est une urgence et qu'il faut vite intervenir. Côté logiciel, par exemple, sur notre chatbot sur Slack, les collaborateurs, avant de créer leur demande, ils ont accès à un menu qui est public et qui permet de voir toutes les demandes qui sont en cours, qui sont pour le coup publiques. Et ils peuvent juste là aussi dire, moi aussi, j'ai ce besoin-là. Et ça va, une fois de plus, incrémenter ce système de notification et de bulles. La deuxième question, c'était quel est le protocole de communication? Alors, nos capteurs aujourd'hui fonctionnent avec des réseaux radio comme Sigfox, comme LoRa, où là, on est en train d'intégrer un nouveau réseau qui s'appelle le NB IoT. L'avantage de ça, c'est que ça capte déjà dans toute la France, ça capte dans vos locaux, et on n'est en aucun cas relié à votre intranet. Donc, côté DSI, il n'y a pas de risque de sécurité. Pour le coup, là aussi, on s'est déployé sur la centrale nucléaire d'EDF du Blayais. C'était des exigences qui étaient demandées de leur côté. Tu vas pouvoir enchaîner. La question est quelle est la durée de vie de nos capteurs, boutons, afficheurs, notamment du coup la borne tact? Ok. Alors ça va dépendre vraiment de l'objet connecté et de son usage. Par exemple, le bouton connecté, il va pouvoir envoyer jusqu'à 6000 messages. Et à savoir que nous, au minima, chaque jour, un message est envoyé. Comme disait Valentin, c'est juste pour questionner le capteur et être sûr qu'il est en vie. Question sur l'évaluation. Juste pour finir sur la question de Thierry, Oui. on a des capteurs où la durée de vie va être un peu moins que 6 ans, mais grosso modo, c'est toujours au mieux, au moins plutôt, c'est 2 ans, et la moyenne, c'est 3-4 ans. Quid de l'évaluation de l'autonomie restante? Excellente question aussi. C'est que tous les jours, le capteur, quand il nous envoie son petit message pour dire « je suis en vie », il en profite pour nous dire combien de batterie il lui reste. Ce qui se passe, c'est que nous, on fonctionne avec un système d'abonnement. C'est que le jour où on voit que le capteur est bientôt vide, alors automatiquement, on envoie un nouveau capteur à un autre client qui va pouvoir effectuer le remplacement. Une question de Maryse. Vous avez des capteurs de son? Tout à fait, Maryse. Très bonne question. On a des capteurs de son. Use case, on a mis ça chez Carrefour Property, dans les galeries commerciales, à côté des sonos. Ils avaient besoin de s'assurer que la sono diffuse bien de la musique parce que le consommateur sait quand la musique est diffusée qu'il est dans les meilleures dispositions pour faire ses achats. Et donc là, nous, on mesure le taux de décibels et s'il tombe en dessous d'un certain seuil, alors une alerte est générée pour effectuer une intervention. Une question de Fabrice. La solution nécessite une communication entre vos serveurs et les capteurs sur site. Alors, les capteurs, ils vont envoyer la donnée via des réseaux radio. Donc, prenons le cas de Sigfox. Il y a plein d'antennes Sigfox qui ont été déployées dans toute la France. Et donc, le message va être réceptionné par une de ces antennes qui va ensuite être transmis sur, on appelle ça les back-ends, sur les serveurs de Sigfox. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va obtenir une notification qui nous dit qu'un message a été reçu. Et on va chercher la donnée, on va la récupérer, la traiter et l'intégrer dans Mercianis pour sa gestion opérationnelle. Et après, du coup, il posait la question en même temps sur des sites industriels avec des réseaux informatiques non ouverts sur l'extérieur. Donc là, c'est la partie réseau. Et pour le coup, ce sont des capteurs qui sont indépendants des réseaux radio pour les objets connectés. Il n'y a aucune connexion avec votre intranet, donc on n'aura pas de souci pour ça. Du coup, Fabrice, pour votre question aussi sur la durée de vie et comment vérifier le taux de batterie de nos capteurs, Guillaume y a répondu précédemment avec la question de Thierry. J'aimerais répondre du coup à la question de Simon. Bonjour, ce sont les entreprises qui viennent à vous avec un cahier des charges précis. Eh bien, Simon, oui, aujourd'hui, vous pouvez venir vers nous avec un cahier des charges bien précis sur les besoins que vous souhaitez remonter avec de l'IoT. Comme on le disait auparavant avec Guillaume, nous ne sommes pas fabricants d'IoT, d'objets connectés. Nous, on va venir s'entourer de ces partenaires, de ces fournisseurs qui ont cette expertise dans ce milieu-là. Donc, en fait, à ce jour, nous sommes en capacité de relier plusieurs IoT provenant de plusieurs fournisseurs différents et le tout va remonter l'information et l'anomalie sur la plateforme Mercianis. Donc, en effet, si vous avez un cahier des charges bien précis, on va pouvoir vous dire les éléments auxquels on peut répondre de manière existante, c'est-à-dire avec déjà les connexions, les intégrations de capteurs que l'on a, et les éléments que l'on n'a pas, on va pouvoir faire pour vous de la veille sur le marché, commander des capteurs, les tester sur nos bâtiments pour vous, et vous proposer le meilleur IoT qui répondra à votre cahier des charges. Et pour compléter la réponse à Valentin qui est très claire, sinon on va se faire gronder par l'équipe développement, c'est qu'on a quand même de notre côté une exigence, c'est qu'il faut être sûr que le capteur, par exemple la question, a un vrai potentiel de déploiement.
c'est-à-dire un vrai potentiel chez vous ou chez d'autres clients. Et c'est quand cette condition est validée qu'on va prioriser ensuite le développement au sein de notre équipe. Pour répondre à la question de Thierry, qui est excellente aussi, sur les problèmes de couverture Sigfox, on a deux solutions. Soit on met ce qu'on appelle des répéteurs. On a mis ça par exemple chez EDF, sur les contacts secs. C'est que c'est un petit dispositif qui va répéter le message envoyé par le capteur. Il va le répéter 3 fois. Et ça, en le répétant 3 fois, on maximise la probabilité qu'il soit reçu par l'antenne de Sigfox et que nous, Mercianis, on puisse gérer ça. L'autre problématique, c'est que par exemple au sous-sol, des fois, il n'y a pas de Sigfox et le répéteur ne suffirait pas. Dans ce cas-là, on met une base station. C'est comme une box Orange ou Free que vous avez chez vous. Nous, c'est une petite boîte qui est reliée à une clé 4G et qui va amplifier le réseau dans cette zone-là. Pour info, ce qu'on fait d'ailleurs, c'est que nous, par défaut, on va toujours mettre au moins une base station dans le devis qu'on transmet à nos clients. S'il n'y a pas besoin de la mettre, on ne la met pas et ce n'est pas facturé. Mais au moins, on se laisse la possibilité de l'installer. Parce que comme l'a dit Valentin, si on met de l'IoT, il faut être sûr que ça marche à 100%. Sinon, c'est catastrophique. Et avec ça, on se donne au moins l'opportunité que tout réussisse. Les capteurs de pesée. Alors du coup, question de Bilal. Est-ce que nous avons des capteurs de pesée? Donc du coup, son use case, j'aimerais par exemple pouvoir en intégrer dans des cantines pour lutter contre le gaspillage alimentaire. L'idée étant de récupérer les données et de s'en servir pour enrichir des indicateurs. Et du coup, est-ce possible de pouvoir récupérer ces inputs pour enrichir nos indicateurs? Alors aujourd'hui, typiquement, ce capteur, on ne l'a pas intégré à Mercianis. C'est un sujet qu'on pourrait creuser ensemble lors d'une prochaine réunion. Par contre, pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est récupérer ces inputs pour enrichir vos indicateurs. La réponse est oui, puisque nous, Mercianis, on est capable ensuite, une fois la donnée traitée, de la déverser sur un système tiers. Comme on a dit, aujourd'hui, c'est SAMFM, c'est ServiceNow. Demain, si votre outil il est capable de recevoir ces données, on pourra le faire. Question du coup de Bertrand. Dans le tertiaire, quelle est l'application la plus facile à déployer pour créer un quick win? On n'aura peut-être pas la même réponse avec Valentin. Je suis d'accord. Je te laisse commencer. Non, vas-y. Okay. Moi, je pense vraiment que c'est le bouton connecté. Parce que le bouton, il a une simplicité de déploiement qui est évidente. Il va être vu par tous les collaborateurs. Donc vraiment, on sent qu'il y a des retours hyper positifs dans les entreprises où on explique qu'on mise sur l'intelligence collective, qu'on fait participer tout le monde. Et typiquement, une question que vous pourriez avoir, c'est est-ce qu'il y a des abus? La réponse est non. Même dans des écoles où c'est des étudiants, on voit qu'il n'y a pas d'abus. Les gens s'en servent avec bon escient du moment qu'on leur a bien expliqué quelle est la démarche. Et le bouton vous permettra d'adresser vite plein de cas d'usage différents. Et pour le coup, il n'est pas si cher que ça, c'est-à-dire par rapport à d'autres capteurs. Donc, il y a moyen de faire un projet assez sympa en mode quick win grâce au bouton connecté. Et on va voir l'avis de Valentin. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume sur ce point-là. Pour ma part, ce sera plutôt sur la partie propreté. En fait, aujourd'hui, avec justement la Covid-19 et cette période, surtout de télétravail des entreprises, on a remarqué que sur la partie propreté, il fallait maintenant apporter au fur et à mesure de l'agilité, en quelque sorte avoir de la propreté à l'usage réel. Donc moi, ce que je propose, un élément qui va faire directement mouche et qui va vous permettre d'optimiser vos prestations, c'est que si sur le bâtiment tertiaire, vous avez une permanence de propreté qui circule, qui fait des secondes repasses dans les blocs sanitaires, c'est de positionner le capteur infrarouge. Le capteur infrarouge, en fait, il va déclencher une intervention de propreté en fonction du seuil que vous aurez paramétré. C'est-à-dire que, par exemple, le capteur, aujourd'hui, on l'a déployé chez Village Nature, dans le parc. Leur seuil d'alerte, c'est 100 passages. Dès qu'il y a 100 passages dans un bloc sanitaire, ça va créer un ticket et directement notifier l'agent de propreté pour qu'il intervienne sur le bloc sanitaire. Donc là, on a un réel ROI à la fin qui est que les blocs sanitaires qui sont, par exemple, au 10e étage où il n'y a pas grand monde et qui sont tous en télétravail, ça ne sert à rien d'aller faire une seconde repasse dans ces blocs sanitaires parce qu'ils ne sont pas utilisés. C'est optimiser les ressources de vos prestataires sur les lieux qui en ont le réel besoin et qui ont le plus de taux d'occupation, on va dire. Pas mal, c'est vrai, c'est un bon exemple aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, 11h36, on aura été efficace. Je vous laisse quelques minutes encore si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre le temps, que ce soit sur la partie ticketing, sur la partie capteur, chatbot, GMAO, déploiement. On a vu quand même pas mal de sujets.
à savoir du coup peut-être aussi, est-ce que vous, à ce jour, l'enjeu sur la propreté à l'usage, un peu plus flexible, on va dire, est-ce que c'est un des enjeux que vous avez perçu et que vous souhaitez mettre en place dans vos bâtiments tertiaires ou bâtiments industriels? Vous pouvez répondre directement sur le chat. Très bonne question Thierry, du coup, pouvez-vous décrire les modalités de déploiement, serveur en local, mode SaaS? Notre solution Mercianis, c'est du SaaS. Tout est en mode SaaS. Aujourd'hui, nos serveurs sont hébergés chez OVH à Roubaix. On a eu chaud, on a eu de la chance puisque les serveurs à Strasbourg ont brûlé, mais nous, vous en faites pas, nous sommes sur ceux de Roubaix, donc nous n'avons pas de soucis. Donc tout est en SaaS. Donc ça prend concrètement 5 minutes à créer un espace de travail pour nos clients. Bonjour David. Alors pour le coup, je suis désolé, on va pas pouvoir reprendre entièrement la présentation avec tous les capteurs. Il y aura de toute façon un replay qui sera disponible de ce webinaire. Et ce que je vous propose aussi, c'est de vous recontacter ensuite pour faire une présentation personnalisée. Et d'ailleurs, j'en profite aussi à tous les participants. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On fera ça. Et ensuite, où je peux aller voir vos solutions. 80% de nos clients sont sur Paris. Donc là aussi, on discutera en privé. Voir si c'est possible de voir avec eux un déploiement. Ou alors, si vous êtes de passage à Toulouse, on pourra vous montrer comment on a équipé le bâtiment qui est l'IoT Valley. Et il y a à peu près 800 collaborateurs dedans. Question de Corinne. Question de Corinne. Qu'est-ce qui fait votre... Qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à d'autres startups qui se disent proposer la même solution? Alors moi, ce que je considère qui fait notre différence, ça va être notre simplicité. Ça va être la simplicité d'utilisation du service. Vraiment, la plateforme est très agréable, on a une belle ergonomie. Notre designer a fait un doctorat sur l'expérience utilisateur. 2, ça va être la simplicité de déploiement. Là aussi, comme on a dit, à Mercianis, on aime s'occuper de tout et on fait en sorte que pour vous, ce soit transparent. Et 3, ça va être notre capacité à s'intégrer déjà dans vos process opérationnels. Vous allez vraiment apporter de l'innovation et apporter une nouvelle façon de travailler et répondre à ces nouveaux enjeux sans avoir à bouleverser votre façon de travailler aujourd'hui. Dernier point aussi, c'est qu'on a des prix compétitifs. C'est qu'aujourd'hui, l'IoT, c'est quand même assez onéreux. On fait en sorte, via notre business model, de vous permettre d'accéder à l'IoT, puisque notre ambition derrière ça, ça va être vraiment de démocratiser les objets connectés pour la gestion de l'environnement de travail. Thomas qui dit la propreté à l'usage est une superbe idée, mais cela peut poser un problème dans le dimensionnement des équipes de propreté. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, Thomas, par rapport à ce point-là. À ce jour, souvent, il y a, par exemple, en fait, tout dépend des sites, mais il peut y avoir 2, 3 personnes qui sont assignées à cette partie de permanence. Donc, l'intérêt, c'est de surtout peut-être se dire, on va tester cette partie-là à l'usage sur 6 mois et visualiser derrière l'optimisation, comment elle a été faite. Peut-être que vous allez pouvoir, on va dire en quelque sorte, je suis désolé du coup pour les acteurs de propreté qui sont présents sur ce webinaire, mais peut-être qu'il y aura une personne en moins assignée, on va dire, à votre bâtiment, et dans ce cas-là, vous ferez des économies sur votre contrat de propreté. Ou peut-être que tout simplement, en fait, vous conserverez le même nombre, mais vous aurez revu les priorités de propreté sur vos bâtiments. Il y avait une autre question aussi, c'est assez intéressante par rapport aujourd'hui avec le Flex Office. Ça, c'est un sujet qu'on est en train de traiter avec pas mal d'entreprises. On avait commencé ce sujet Flex Office avec BNP Paribas. Pour le coup, on mettait là aussi des boutons connectés sur chaque espace de travail, parce que ce qui se passait, c'est que le collaborateur, il venait juste avec son ordinateur. Tout ce qui était clavier, souris, station de charge, etc., c'était intégré au mobilier. Et le jour où il y avait un souci, en fait, qu'est-ce qui se faisait? Il se mettait juste sur le poste d'à côté, sans signaler l'incident qu'il y a eu. Et là, avec eux, avec les boutons connectés, on leur a permis d'identifier plus facilement les Flex Office qui sont dysfonctionnels. C'est intégré à leur service now, donc on s'intègre dans leur process. Et on a même un petit voyant lumineux qui va s'allumer pour dire aux collaborateurs de ne pas venir s'asseoir. Et là, le bouton connecté, on est en train de l'adapter pour dire en fait aux entreprises et aux collaborateurs, appuyez sur le bouton si vous souhaitez qu'il y ait une intervention de propreté sur votre bureau. Et si ce n'est pas le cas, du coup, on ne passera pas à faire le ménage parce que on considère que soit c'est que vous n'êtes pas venu travailler aujourd'hui, vous étiez en télétravail, soit c'est qu'il est finalement propre et qu'il n'y a pas besoin de faire une intervention de plus. D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur ça aussi également.
En fait, par rapport à cette question, il y a deux types d'usages qu'on peut avoir. Soit, comme disait Guillaume, on met un bouton connecté qui permet au collaborateur de remonter qu'il a été bien présent. Et dans ce cas-là, on va déclencher une intervention à l'usage réel. Là, par contre, du coup, ça demande à ce que tous les occupants jouent le jeu sur cette solution. Il va falloir vraiment créer un changement, amener au changement auprès des collaborateurs. Sinon, on est en train aussi également de travailler sur une autre solution qui permettrait d'automatiser cela. C'est-à-dire que le collaborateur n'aurait rien à faire. On peut détecter, en quelque sorte, sa présence dans un flex office ou dans une salle de réunion. Par exemple, sur une salle de réunion, on pourrait très bien envisager un capteur de son. Dans une salle de réunion, lorsque vous animez une réunion, automatiquement, vous parlez. Donc, le nombre de décibels augmente. Si on y met un capteur de son, ce nombre de décibels, cette augmentation, on va dire, est détectée. Et dans ce cas-là, on peut dire la salle de réunion est occupée, donc on peut déclencher une intervention de propreté à l'usage. Pour reprendre les autres questions, quel est notre business model? Donc, il faut vraiment différencier la partie, on va dire, ticketing de la partie IoT. Quand c'est du ticketing, que ce soit avec directement l'accès à Mercianis ou le chatbot sur Teams, etc., c'est un abonnement par nombre d'utilisateurs. Pour la partie IoT, ça va être que le capteur va être loué, c'est un abonnement aussi, qui inclut forcément le capteur, l'accès à la plateforme et le SAV. C'est un vrai service clé en main qu'on souhaite fournir de cette façon-là. Et comme je le disais tout à l'heure, le jour où le capteur n'a plus de batterie, pendant le cas du bouton connecté, nous, automatiquement, on vous aura renvoyé un bouton pour le remplacer. Deuxième sujet, quelle est la durée d'engagement? On fonctionne habituellement avec des abonnements d'1 an avec tacite reconduction. On peut éventuellement faire des pilotes sur certains sujets. Ça ne sera jamais gratuit. Si vous n'êtes pas prêt à payer, on considère que ce n'est pas un sujet important pour vous et on préfère consacrer notre temps aux clients qui, eux, ont vraiment ce besoin-là. Et dans les pilotes, on va identifier, par exemple, un périmètre clé et ensuite s'en servir pour faire grossir le périmètre. Sachant qu'il y avait aussi une question tout à l'heure sur le nombre de capteurs à déployer. Oui. Pour le coup, c'est une question intéressante. Le pilote, il faut qu'il y ait suffisamment d'IoT pour qu'il soit assez ambitieux et qu'on puisse avoir de la donnée. Prenez l'exemple, on met 3 boutons connectés dans un bâtiment de 10 000 m². Si au bout de 3 mois, personne n'a appuyé dessus, c'est génial, on n'a pas eu d'infos, on ne sait pas quoi faire. Donc nous, on va toujours être là pour vous aider aussi à calibrer le projet pour qu'il soit suffisamment ambitieux, pour qu'il ait des chances d'avoir de la donnée et de réussir, et permettre dans une seconde phase de faire un déploiement plus global. Pour la question des flex office, effectivement, on avait mis un bouton connecté par flex office, par bureau. Exactement. Après, tout dépend du niveau de précision que vous souhaitez avoir par rapport au flex. Soit on fait pour un bureau, soit on peut faire par rapport à une zone de flex office, mais dans ce cas-là, vous êtes moins précis sur cette partie. Un capteur de son ou volumétrique dans un espace de réunion peut envoyer de l'info sur Outlook pour indiquer que l'espace est dispo. Très très bonne question. Oui, en effet, on peut pousser les informations, vu que nous, de notre côté, on a des API ouvertes. Nous pouvons pousser cette information sur un Outlook et dire que si, de notre côté, on détecte une hausse de son ou bien sûr un mouvement dans un espace de réunion, alors la salle de réunion peut envoyer l'info sur Outlook pour indiquer que l'espace est dispo. Oui, donc si on détecte du mouvement, on va dire que la salle est indisponible. Si par contre on ne détecte aucun mouvement et aucune variation de son, on pourra mentionner que l'espace est disponible. Et j'en précise aussi pour préciser que, par contre, nous, demain, si on nous dit de faire un outil de gestion de réservation des bureaux, des choses comme ça, on ne répondra pas favorablement. C'était la remarque sur faire émerger un spécialiste par fonctionnalité. Nous, on a fait un vrai focus sur la gestion des incidents de maintenance de propreté et de l'expérience collaborateur. Par contre, on a des entreprises partenaires qui font des solutions comme ça. Et comme a dit Valentin, on est capable de leur pousser d'infos si besoin, si demandé. On en a profité pour ramener d'autres capteurs, tant qu'il nous reste un peu de temps. Celui-ci, c'est un capteur qui va détecter une fuite d'eau. On a mis ça, par exemple, à la l'IoT Valley, sous des gros ballons d'eau, parce qu'ils ont déjà eu des fuites à ces endroits-là. Donc là, l'idée, c'est d'identifier les lieux à risque pour mettre ce petit capteur qui va se déclencher grâce à ces 2 petites pattes. Et on l'a même mis sur la toiture des galeries de commerce de Carrefour. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des problèmes de montée en charge. C'est-à-dire que dans le sud de la France, ils ont des toits terrasses et un jour, il y a une galerie qui s'est effondrée parce qu'il y a de l'eau qui s'était accumulée.
Pour le coup, avec l'équipe de Carrefour, on a placé ce capteur dans un support qu'on a fabriqué un peu en hauteur. Et maintenant, dès que l'eau commence à s'accumuler, alors on a l'info et on va lever l'alerte pour qu'ils agissent au plus vite. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire les outils aujourd'hui GMAO ou de gestion des demandes collaborateurs qui sont utilisés en interne? Savoir si vous êtes équipé, si vous n'en avez pas. Ce serait intéressant d'avoir une petite tendance sur ça. Mission, ok. SamFM. Bon, pour le coup, SamFM, on est déjà compatible avec eux. Mission, c'est un projet qu'on a dans la roadmap. Twim, ok, top. Ok. On voit que les outils sont variés et ça peut faire aussi écho à ce que disait Corinne tout à l'heure. C'est que ce qui va vraiment nous différencier sur le long terme, c'est notre capacité à s'intégrer avec tous ces outils. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, il nous reste encore quelques minutes pour y répondre. On a encore une douzaine de minutes. Si, j'en profite aussi pour vous transmettre les coordonnées de Valentin et de moi-même. Si vous souhaitez plus d'infos, une démo personnalisée, là pour le coup, on n'est pas rentré dans le détail de l'outil, on sera un plaisir de vous le montrer plus concrètement. N'hésitez pas à contacter Valentin, son mail c'est très simple, c'est valentin@merciyanis.com. Le mien, pour le coup, c'est guillaume@merciyanis.com. Et Val, ton numéro de téléphone, s'il te plaît. Vous pouvez le retrouver directement sinon sur le site internet. En demandant sur le site internet une démo, vous avez directement mon numéro de téléphone pour pouvoir me contacter. Mais sinon, c'est le 06 45 12 48 28. On vous l'envoie dans le chat directement. Hop là. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. On est très content d'avoir pu faire cet atelier avec vous.